Peu importe le nombre de soldats et de matériel que son armée perd, le président russe Vladimir Poutine ne cessera pas ses assauts. Zaporijia est l'une de ses principales cibles, et cela depuis l'été. La Russie n'a pas conquis le territoire que Vladimir Poutine visait lors de l'offensive estivale. Il lui reste donc jusqu'à la fin de l'automne pour lancer d'importantes attaques. Et le 20 octobre, il l'a fait. La Russie a mené une offensive mécanisée sur un village près de Zaporijia pour briser les défenses ukrainiennes. Cela n'a pas fonctionné. La vaste offensive de Poutine à Zaporijia a tourné au chaos, laissant la Russie faire face à une nouvelle défaite inattendue. Le 21 octobre, le Kiev Post a rapporté que la Russie avait tenté de lancer une grande offensive contre le village de Malatokmachka la veille seulement. Ce rapport venait des responsables militaires ukrainiens, qui ont aussi affirmé que l'Ukraine avait déjà agi ainsi lors de nombreux assauts mécanisés russes ces derniers mois. Ils l'ont stoppé net. La Russie se préparait clairement à prendre Malatokmachka depuis un certain temps. L'assaut était bien organisé, et si l'Ukraine n'y avait pas été préparée, cela aurait pu suffire à prendre le village. L'attaque russe est venue en plusieurs vagues, dont la plupart semblaient appartenir au 71e régiment de fusiliers motorisés de la Russie. Les troupes ont avancé depuis les villages de Vobova et Novoprogopivka, rapporte le Kiev Post. La Russie semblait vouloir combiner ses assauts en vagues et attaquer par deux directions, espérant un mouvement en tenaille contre l'Ukraine. Quelle que soit l'intention, l'assaut n'a pas fonctionné. Chacune des vagues russes était composée de 5 à 8 véhicules blindés, ajoute le Kiev Post. C'est un retour au type habituel pour la Russie. L'été, elle privilégiait des assauts de petits groupes d'infiltrateurs plutôt que des attaques mécanisées avec véhicules blindés. RBC Ukraine a rapporté ce changement de direction tactique en juillet. Les groupes russes comptaient souvent 3 ou 4 soldats, chargés d'avancer et d'entrer discrètement dans les positions ukrainiennes. Les unités mécanisées étaient trop grandes. Les véhicules peaux blindés sont d'importantes cibles pour les drones et l'artillerie ukrainien. Le Kiev Post poursuit en notant que la Russie a finalement déployé un total approximatif de 26 unités mécanisées, comprenant des véhicules de combat d'infanterie et des véhicules blindés de combat, dont son Tigre. Aussi appelé Tigre M, ce véhicule transporte 10 soldats et possède un lance-grenade et une mitrailleuse légère, selon Army Recognition. Sa vitesse maximale varie de 124 à 140 km/h selon le modèle, avec une autonomie remarquable de 1000 km. Des atouts solides, ce qui en fait un bon choix pour attaquer un village. Mais ces spécifications n'ont pas suffi à sauver le Tigre ou les autres véhicules blindés russes face aux défenses ukrainiennes. D'après les chiffres partagés par le Kiev Post, on peut supposer que la Russie a lancé entre 3 et 5 vagues, en se basant sur l'estimation de 5 à 8 véhicules par vague. Les Russes utilisaient cette tactique par vague, pendant une grande partie de la guerre, avant de passer à de plus petites unités. Les premières vagues sont des assauts kamikazes visant à épuiser les munitions ukrainiennes et à préparer les attaques suivantes. La limite de ces assauts en vague demeure le nombre de véhicules disponibles pour la Russie. Une fois que ces véhicules sont épuisés, ce qui est probable à moins que l'Ukraine ne brûle ses stocks de drones et de munitions, l'assaut échoue. L'Ukraine le savait et était prête à ce que la Russie a tenté à Malatokmachka. La 118e brigade mécanisée indépendante a surpris les forces russes lors de leur avancée, les soldats affirmant avoir réagi rapidement. En utilisant de l'artillerie, des drones à vue à la première personne, et d'autres véhicules aériens sans pilote, les défenseurs de l'Ukraine ont ciblé les positions russes. L'Ukraine a aussi utilisé des chars T-72 soviétiques, suivant l'exemple russe. On ne sait pas si ces chars provenaient des stocks de l'Ukraine ou s'ils avaient été capturés à la Russie, mais l'Ukraine les a utilisés avec beaucoup d'efficacité. Les T-72 ont combattu les blindés et l'infanterie russe, tandis que drones et obus d'artillerie frappaient. En plus, il y avait des mines. Plusieurs véhicules blindés russes ont été touchés par des explosifs au sol, alors qu'ils tentaient d'échapper aux drones qui volaient au-dessus. Pour contrecarrer toute tentative russe d'exagérer le succès de l'assaut sur Malatokmachka, la 118e brigade a aussi diffusé une vidéo de sa riposte sur Facebook. La vidéo de plus de 3 minutes présente diverses techniques ukrainiennes pour éliminer les occupants russes. Sur une musique rythmée, des images montrent des véhicules russes touchés par des drones vus à la première personne laissant fumée et carcasses métalliques. Certains véhicules ont continué d'avancer après avoir été touchés, ce qui a entraîné d'autres frappes de drones. Une séquence montre la vue d'un drone vu à la première personne tandis qu'un autre frappe un véhicule russe. Le véhicule ne s'arrêtant pas, le drone filme de plus près. Finalement,
On voit que le véhicule a ce qui semble être du fil barbelé attaché dessus, ce qu'on appelle désormais une cope cage. Les cope cages sont des protections improvisées ajoutées par la Russie et l'Ukraine à leurs chars et blindés. L'objectif est d'ajouter une protection à l'armure. Dans une guerre où les drones attaquent les points faibles des véhicules, comme les munitions anti-chars. Une cage de protection provoque une explosion prématurée et absorbe la puissance de feu, protégeant ainsi le véhicule pour continuer d'avancer. La cage de protection russe a peut-être fonctionné contre le premier drone ukrainien. Le second frappe directement le flanc du véhicule. Et ainsi de suite. Dans la vidéo, on voit plusieurs fois des drones vus à la première personne filmer d'autres frappes ou des impacts sur des véhicules russes. La situation dans cette direction est sous contrôle. Aucune position n'a été perdue, déclare le texte accompagnant la vidéo. Le Kiev Post propose une autre citation des troupes ukrainiennes, qui ont ajouté « L'ennemi a subi des pertes importantes. Du personnel et des véhicules blindés ont été détruits. Nous travaillons de manière coordonnée et déterminée. » L'assaut russe n'a finalement jamais eu lieu. C'était un massacre de machines métalliques, que la Russie semble toujours incapable de protéger contre les drones et autres armes de l'Ukraine. Euromaidan Press rapporte « Les pertes sont énormes. » Selon le Kiev Post, sur 26 unités blindées russes de déployées, 22 ont été détruites ou perdues lors de la contre-attaque ukrainienne. Il y avait 12 véhicules de combat d'infanterie, 2 Tigres et 6 transports blindés. On peut supposer que beaucoup de ces véhicules transportaient des soldats, ce qui signifie que la Russie n'a pas seulement perdu des blindés lors de sa tentative malheureuse de prendre Malatok-Machka. Elle aurait aussi perdu des soldats, potentiellement des dizaines, même si l'Ukraine ne révèle pas l'ampleur totale des pertes. Cette dernière victoire ukrainienne survient à un moment clé pour plusieurs raisons, notamment parce que la Russie a lancé une nouvelle offensive sur Zaporijia, après l'échec cuisant de l'offensive estivale. L'offensive a débuté fin été. Le 18 août, Alexandre Syrski, chef des forces armées ukrainiennes, a annoncé que la Russie avait déplacé des troupes de Sumy vers Zaporijia. Cela seul constituait un aveu d'échec pour l'été. La Russie lance des attaques dans la région de Sumy depuis le mois de mai, dans le but de créer une zone tampon destinée à protéger ces régions frontalières vulnérables. L'offensive de Sumy a échoué. La Russie aurait redéployé de nombreux survivants, ou réserves de la région, vers une autre zone d'Ukraine, où elle pensait avoir plus de chances. Ce regroupement a été confirmé peu après. Mais l'offensive d'été russe à Zaporijia a tout de même échoué. Néanmoins, ce déploiement de troupes signifiait que la Russie était prête à lancer de nouvelles attaques à l'automne, ce qui est précisément ce que nous avons vu le 20 octobre. En septembre, Syrski indiquait que la Russie avait un avantage de 3 pour 1 en effectifs et équipements dans la plupart des zones de Zaporijia. Syrski a ajouté que l'avantage permet à l'Ukraine de déployer 4 à 6 fois plus de soldats et d'équipements dans certaines zones. Voici la stratégie russe. L'avantage numérique, démontré lors de l'assaut sur Malatok-Machka. La Russie peut perdre autant d'unités mécanisées, car elle en a d'autres à envoyer lors de prochaines vagues, du moins pour l'instant. À Zaporijia, beaucoup dépendra des stocks de drones et de munitions de l'Ukraine. Les blindés russes sont vulnérables. La question est de savoir si la Russie peut compenser cette vulnérabilité uniquement par le nombre. Pour l'instant, la défense résiste. Fin d'été, la Russie prévoyait des offensives majeures à Zaporijia, mais l'Ukraine les a stoppées avant leur lancement, selon le Kiev Post. La Russie a décidé de détourner des troupes, y compris des unités de Marines d'élite, vers Donetsk, probablement dans le but de progresser vers Pokrovsk. Les assauts sur Zaporijia ont ralenti, mais restent de nombreux. Le mois où l'armée russe a le plus tenté de percer n'a apporté que peu de gains territoriaux, a déclaré Syrski en août dernier. Les offensives russes de l'automne sont peut-être celles prévues en été. L'Ukraine résiste toujours. Comme l'a montré le 20 octobre, elle dispose de compétences et de puissance suffisantes pour détruire les blindés russes avant qu'ils n'attaquent vraiment les défenses ukrainiennes. Cependant, les blindés ne sont pas la seule chose dont l'Ukraine doit se préoccuper. À Zaporijia, les drones posent également de gros problèmes. Le 22 octobre, quelques jours après l'assaut mécanisé raté de la Russie sur Malatok-Machka, une nouvelle vague de drones russes à longue portée a visé Zaporijia. UKR Informe a été parmi les premiers médias à signaler la frappe, indiquant que 5 personnes avaient été blessées lors de l'attaque russe. La Russie ne distingue pas l'âge des civils ukrainiens qu'elle cible. La plus jeune avait 21 ans, la plus âgée 62. Des blessures par éclat d'obus et des intoxications au monoxyde de carbone figuraient parmi les premières blessures signalées. Nous parlons d'initiales car le nombre réel de blessés était bien plus élevé. Quelques heures après le rapport de UKR Informe, Pravda a indiqué que le nombre de blessés à Zaporijia était monté à 15. Selon ce rapport,
3 enfants s'ajoutent aux victimes des drones longue portée russes. 2 de ces enfants sont des nourrissons, l'un âgé de 7 mois et l'autre de 6 mois. Le troisième est un garçon de 13 ans. Nous avons mentionné plus tôt que l'assaut mécanisé sur Malatokmachka démontre que la Russie revient aux tactiques qu'elle utilisait constamment avant l'été. Avec ses frappes de drones, la Russie continue de faire ce qu'elle fait depuis le début de la guerre en Ukraine, terroriser les civils ukrainiens. Action en armes de violence donne les chiffres au 17 octobre. Elle rapporte qu'il y a eu 10 309 incidents touchant les civils ukrainiens, entraînant 42 569 victimes. Parmi ces victimes, 33 372 civils ont été blessés et 9 297 sont morts des suites de leurs blessures. Les armes aériennes, comme les drones russes ayant visé Zaporijia les 21 et 22 octobre, sont responsables de 29% des décès civils signalés depuis le début de l'invasion de Poutine. Zaporijia est également l'une des 5 régions les plus touchées en ce qui concerne les attaques russes contre les civils, avec 2917 victimes enregistrées au 17 octobre. Non, cette attaque de drone porte le total à 15 de plus et montre que la Russie commence à désespérer à Zaporijia. Elle mène maintenant des assauts mécanisés voués à l'échec, perdant ainsi matériel et soldats, avec une campagne concertée de terreur contre les civils de la région. La Russie devient désespérée. Et ce que nous voyons maintenant, ce sont ces tentatives de compenser l'échec total qu'a été l'offensive estivale du pays contre l'Ukraine. Nous avons déjà parlé de cet échec, sans insister sur son ampleur ni sur les dégâts causés à la Russie. Le 2 septembre, l'Atlantic Council a publié un article qui résumait l'impact qu'a eu l'échec de l'offensive estivale sur la Russie. Il affirme que cet échec brise le mythe d'une victoire russe inévitable. Cela va piquer Poutine. L'offensive estivale à Zaporijia visait à ce que la Russie déploie une force si écrasante que l'Ukraine ne puisse l'arrêter. La Russie avancerait rapidement, s'emparant de vastes territoires. Et quand tout serait terminé, Poutine pourrait entamer des négociations de paix avec plus de poids qu'il n'en a jamais eu depuis le début de la guerre. Voyez tous les territoires pris cet été. Poutine aurait pu dire « Donnez ce territoire à la Russie, ou nous prendrons le reste de l'Ukraine ». Poutine lui-même était tellement confiant dans l'offensive de l'été qu'il a affirmé qu'il y avait des raisons de croire que nous pourrions en finir avec l'Ukraine dès le mois de mars. Le résultat de l'offensive n'était pas ce que Poutine avait en tête. Selon le Conseil de l'Atlantique, l'armée russe n'a percé ni le front ni capturé de grandes villes. Avec des avancées russes globales durant les 3 mois d'été, limitées à environ 0,3% du territoire ukrainien, il est crucial de noter que des objectifs stratégiques clés, comme Pokrovsk, dans l'est de l'Ukraine, restent entre les mains des Ukrainiens. Selon le rapport de septembre, peu de choses ont changé à l'approche de la fin octobre. Tout espoir de Poutine d'utiliser les gains russes de l'été pour obtenir la paix souhaitée s'est totalement évaporé. À la fin de l'été, Poutine comptait à son actif un nombre stupéfiant de 210 000 pertes pour toute l'année 2025, et il avait bien peu à montrer en retour. Vous pouvez en apprendre davantage sur la dévastation qu'a causée cette offensive pour la Russie dans notre vidéo qui couvre l'ampleur totale des pertes russes en 2025. Tout cela nous ramène à Malatokmachka et aux nouvelles attaques de drones sur Zaporijia. L'Ukraine affronte aujourd'hui une Russie dépassant le désespoir. N'ayant pas réussi à atteindre ses objectifs de l'été, le pays jette maintenant tout ce qui lui reste contre l'Ukraine. Le froid de l'hiver rend les avancées terrestres sérieuses beaucoup plus difficiles. Les blindés russes déployés vers Malatokmachka étaient sans doute ceux que Moscou souhaitait préserver, peut-être pour de futures offensives après l'hiver. Une grande partie est désormais calcinée dans les champs et routes près d'un village que la Russie n'a pu prendre. Les drones sont désormais le seul moyen pour la Russie de causer de sérieux dégâts à Zaporijia. Faute de progresser comme elle le souhaite, la Russie accentue ses tactiques de terreur. Selon la nouvelle voix de l'Ukraine, en septembre, la Russie privilégie l'amélioration de sa position tactique à Zaporijia, plutôt que des avancées majeures. Pendant l'automne, l'assaut sur Malatokmachka joue sans doute un rôle dans cette stratégie adaptée, car c'est le genre de localité que la Russie pourrait utiliser comme base de départ pour de futures attaques, ou comme base pour ses opérateurs de drones, en attaquant le reste de la région de Zaporijia. Les forces russes visent désormais à renforcer leur position tactique pour empêcher les Ukrainiens de déplacer des réserves vers d'autres fronts. Et à des fins terroristes, comme viser la capitale régionale avec des bombes aériennes guidées KAB, a indiqué le média alors. Ces tactiques visent à faire croire que la Russie gagne. Le 21 octobre,
Le Moscow Times a indiqué que Poutine insiste pour que l'Ukraine cède du territoire, bien que ses forces ne parviennent pas à le prendre. Le dirigeant russe est tellement détaché de la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Le Moscow Times affirme qu'il a déclaré que les forces ukrainiennes battaient en retraite sur toute la ligne de contact le 7 octobre. Ce n'est pas le cas. Soit Poutine ne sait pas que ce n'est pas le cas, soit ceux qui l'entourent lui mentent. Cela donne encore plus de contexte à l'assaut contre Malatokmachka. La Russie a peut-être lancé autant de blindés contre le village. Ils cherchent à concrétiser les illusions de Poutine avant qu'il ne s'en aperçoive. Ces propos ne reflètent pas la réalité. En ce moment, le Moscow Times affirme que la Russie concentre ses unités militaires à Zaporijia et dans le Donetsk pour ce que Poutine considère comme l'assaut final sur le Donbass. Avancer à Zaporijia permettra à la Russie d'envoyer des troupes dans le Donbass, d'où l'intérêt de Poutine pour cette région. Le problème de la Russie, c'est que son rythme d'avancée actuel laisse penser que ce soi-disant assaut final pourrait nécessiter des années de combat avant que le Donbass ne tombe finalement. Quant à l'Ukraine, elle continuera à faire ce qu'elle a fait le 20 octobre. La défense de Malatokmachka prouve que l'Ukraine anticipe les offensives russes et se prépare aux nouvelles attaques mécanisées utilisées par la Russie. Maintenant, la Russie poursuivra ses frappes sur les cibles militaires et infrastructures civiles pour simuler une avancée. À Zaporijia, l'Ukraine doit simplement poursuivre sa défense comme à Malatokmachka, en apportant des preuves vidéo au fil du temps. Et le récit de Poutine sur une victoire russe inévitable s'effondrera. Malgré ses échecs, la Russie persistera à Donetsk et Zaporijia car Poutine reste obsédé par la conquête du Donbass. Dans notre vidéo, nous expliquons pourquoi Poutine veut tant cette région d'Ukraine et ce que cela implique pour la Russie et son armée. Regardez la vidéo pour en savoir plus et abonnez-vous à The Military Show pour suivre les derniers succès militaires de l'Ukraine contre la Russie. Merci de nous regarder.